Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à la présentation en français de notre webinaire, l'intervention policière auprès de personnes suicidaires, typologie et suicide par policier interposé. Avant de commencer, j'aimerais reconnaître le territoire sur lequel le webinaire est présenté. Donc, l'Université de Regina est située sur les terres visées par le traité 4 et en partie celle du traité 6. Ce sont les territoires des peuples Nehi, Yawak et Anishinaapic, Dakota, Lakota, Nakoda et la patrie des nations métisses et Michif. La reconnaissance des territoires traditionnels fait partie de la conversation en cours dans le cadre des efforts vers la réconciliation. Quelques points d'ordre administratif afin de limiter le bruit de fond. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Les caméras sont aussi éteintes. La séance d'aujourd'hui est enregistrée. Un lien pour visionner l'enregistrement sera envoyé automatiquement à votre adresse courriel. Et après cette excellente présentation, nous procéderons ensuite à la période de questions. Veuillez déposer toutes vos questions dans la boîte de questions. Pour accéder aux sous-titres anglais en temps réel, veuillez utiliser le lien fourni dans la partie clavardage qui va vous diriger vers Wordly, un service de traduction et de sous-titrage. Assurez-vous de garder la fenêtre Wordly ouverte et de choisir English en haut de votre fenêtre. To access real-time English captioning for this webinar, please use the link in the chat to be directed to Wordly, a translation and captioning service. Please be sure to keep the Wordly window open and select English at the top of your window. Alors, je suis heureuse d'introduire notre conférencière. Il s'agit d'Annie Gendron, docteure en psychologie. Elle est chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec, professeure associée au département de psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières, co-titulaire de la chaire de recherche en prévention de la santé psychologique au travail en sécurité publique, chercheuse régulière au Centre international de criminologie comparée, le Centre interuniversitaire, et collaboratrice au laboratoire de psychologie légale de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ses intérêts de recherche ciblent des questions touchant la sélection des candidats à la profession policière, la formation et l'intervention policière au Québec. Ses travaux portent entre autres sur les trajectoires académiques et professionnelles des policiers, les tests de sélection, la prévention des problèmes de santé psychologique des premiers répondants, les pratiques reliées à l'emploi de la force et des situations de suicide en présence policière. Elle s'intéresse également aux enjeux de l'intervention policière en contexte autochtone et auprès de clientèle autochtone. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci et désolée pour les nombreux problèmes techniques que nous avons éprouvés en début de présentation. Donc, juste pour m'assurer que tout va bien, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, tout est beau. Super, bien, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va débuter comme le temps file déjà. Donc, moi, je souhaite vous parler de l'intervention policière auprès de personnes suicidaires. Donc, nous allons aborder la question des typologies et du suicide par policier interposé. Donc, voilà. Donc, les diapos, ça suit, juste pour m'assurer que tout est bien correct. Il y a eu un changement? Non, okay. C'est toujours la page titre que vous voyez? Oui, est-ce que vous pouvez avancer? Voilà. Oui, ça marche. Parfait, merci. Toutes mes excuses. Donc, en fait, la mortalité par suicide au Québec, ce qu'on observe, c'est que dans les dernières années, il y a vraiment une tendance à la baisse. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Quand on regarde les statistiques de l'Institut de la statistique du Québec, ce qu'on observe, c'est qu'il y a toujours une surreprésentation des cas de suicide dans les personnes de 50 à 64 ans. Et notamment chez les hommes où le risque suicidaire est 3 fois plus élevé que celui des femmes. En fait, quand on parle de suicide complété, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une mortalité enregistrée parce que lorsqu'on tient compte des tentatives de suicide, on observe que les femmes quand même sont assez bien représentées quand on regarde le nombre d'hospitalisations pour des motifs de consultation reliés à des tentatives de suicide. On observe que les femmes sont bien là, sauf que au niveau de l'atteinte, de la mortalité, c'est plus répertorié chez les hommes que chez les femmes.
Donc, ce qu'on observe également, c'est que le taux d'hospitalisation par suicide au Québec est environ près de 50 personnes par 100 000 habitants. Donc, en termes de provinces canadiennes, on est environ au centre du classement. Donc, on n'est pas dans les provinces où le taux de suicide est le plus élevé, mais on n'est pas nécessairement non plus dans les provinces où le taux de suicide est le plus bas. Dans la littérature scientifique, pour expliquer les conduites suicidaires, ce qu'on va observer, bien, en fait, c'est que généralement, la décision du passage à l'acte n'est pas instantanée. Donc, ce n'est pas commun pour les gens qui vont commettre des comportements autodestructeurs de commettre des actes suicidaires sans qu'il y ait eu des réflexions préalables par rapport à ça. Donc, souvent, c'est un processus qui va être marqué par des périodes d'ambivalence, c'est-à-dire qu'il va y avoir des idées suicidaires qui vont être omniprésentes. Des fois, ça va être moins présent. Donc, c'est surtout variable dans le temps et il peut y avoir des facteurs qui vont faire en sorte que ça va devenir plus présent ou moins présent. En fait, ce qu'on observe, c'est que la crise suicidaire, comment l'expliquer? Bien, c'est un passage de l'état de stabilité au niveau émotionnel, au niveau psychologique, vers un état de déséquilibre, voire de vulnérabilité psychologique. Pardon. Voilà. Donc, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des événements de vie stressants qui peuvent provoquer une crise suicidaire chez les personnes qui sont vulnérables. Quand on pense, par exemple, à des crises familiales, des crises conjugales, ça peut être aussi la criminalisation d'une personne, donc elle va avoir des charges contre elle, et ça peut être une perte d'emploi. Bref, c'est rarement un seul facteur. Le phénomène du suicide, c'est habituellement multifactoriel. Et c'est très difficile d'identifier un facteur en particulier, mais parfois, ce qu'on va être capable de voir, c'est vraiment qu'il va y avoir des facteurs précipitants, ce qu'on va appeler la goutte qui fait déborder le vase. Et aussi, ce qui est important de bien retenir, c'est que le fait d'avoir des idéations suicidaires ne fait pas en sorte que la personne est immédiatement à risque de passage à l'acte, parce qu'en fait, dans la littérature, ce qu'on observe, c'est qu'environ le 2/3 des personnes qui vont avoir des idéations suicidaires ne passeront pas à l'acte. Par contre, elles demeurent vulnérables et s'il survenait un événement précipitateur, bien là, on pourrait avoir un risque de passage à l'acte beaucoup plus présent. Dans la théorie du suicide en 3 étapes, en fait, cette théorie-là vient expliquer l'agir suicidaire, en fait, par une combinaison de 3 facteurs. Donc, le premier, c'est la souffrance. Donc, la présence d'une souffrance qui est généralement insupportable pour l'individu. La plupart du temps, c'est une souffrance qui est davantage psychique, mais ça peut être aussi une souffrance physique. Donc, et cette souffrance-là va se combiner à un désespoir. Donc, un désespoir de voir notre situation s'améliorer, c'est-à-dire qu'on n'a plus nécessairement les ressources psychologiques ou physiques en quantité suffisante pour supporter cette détresse-là, ce manque de confort-là, cette souffrance-là, qu'elle soit physique ou psychologique, et on ne voit plus d'issue possible et tranquillement, bien, les idées noires viennent un peu habiter chez la personne et se présentent comme étant peut-être une piste de solution pour mettre fin à cette souffrance-là. On va dire que le risque va augmenter en ampleur lorsque la personne lentement va se désengager de ces liens qu'elle entretient dans sa vie. Donc, qu'elle va, par exemple, se retirer, n'entretiendra plus nécessairement des liens avec l'entourage proche, avec les amis, avec la famille, avec les collègues au travail. Donc, avec ses activités, son champ d'activité, les loisirs, par exemple, tranquillement, la personne qui était très investie dans différents secteurs de sa vie va tout d'un coup être beaucoup plus en retrait et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a comme un effet d'isolement, mais il y a une perte de sens, en fait, une perte des buts qui sont visés par la personne et surtout du sens à sa propre vie. Donc, quand on a ces 2 premiers facteurs-là, donc la souffrance, le désespoir et le désengagement, en fait, le déficit d'attachement de la personne, et que vient s'ajouter le dernier facteur qui est la capacité d'agir suicidaire. Donc là, on a vraiment un risque suicidaire qu'on va considérer très, très élevé. On va être réellement en présence d'une urgence suicidaire.
Les principaux facteurs qui sont reliés aux conduites suicidaires chez les personnes à risque, on vient de parler de souffrance psychologique et émotionnelle. Donc, évidemment, ça fait partie des facteurs de risque les plus importants. On remarque aussi que la présence de troubles mentaux, donc notamment le fait de souffrir de dépression, va augmenter de 20 fois le risque d'agir suicidaire ou de conduite autodestructrice. Le déficit dans le contrôle des impulsions, donc les gens qui vont être un petit peu plus impulsifs, donc pourraient avoir des agirs suicidaires qui peuvent se présenter de façon, en fait, l'impulsion et souvent, hein, on voit, c'est une question d'un moment très circonscrit dans le temps où est-ce que la personne est très, très à risque de passage à l'acte. Et quand on ajoute chez cette personne-là dans son profil un déficit du contrôle des impulsions, bien, ça peut constituer un facteur de risque assez important. Évidemment, l'historique antérieur de tentative de suicide, les antécédents criminels, donc ça fait partie aussi des facteurs de risque les plus fréquemment identifiés dans la littérature. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, les circonstances de vie difficiles, notamment les ruptures amoureuses ou difficultés familiales, intrafamiliales, sont souvent des déclencheurs d'agir suicidaire chez les personnes qui vont présenter des vulnérabilités. L'intervention policière, alors pourquoi s'intéresser à ça aujourd'hui? Bien, les policiers sont fréquemment appelés à intervenir auprès de personnes qui sont en situation de détresse psychosociale. En fait, quand on regarde les statistiques les plus récentes au Québec, en 2018 notamment, le ministère de la Sécurité publique rapportait que 70% des déplacements policiers au Québec n'étaient pas liés à des motifs de criminalité. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ils interviennent beaucoup et de façon très fréquente auprès de personnes qui sont atteintes de troubles mentaux en situation de vulnérabilité. Et on dit même que près jusqu'à un tiers environ des interventions policières seraient menées auprès de personnes qui sont en état de conscience altéré ou des personnes dont l'état mental est perturbé. Donc, cet état-là, on va expliquer, par exemple, une crise, une psychose, une crise suicidaire aussi peut en faire partie. Et souvent, lors de ces interventions-là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une forte probabilité d'intoxication à l'alcool ou à d'autres substances. Donc, ça ajoute aux facteurs de risque et à la difficulté de contrôle des impulsions quand il y a une prédisposition aux agirs suicidaires. Et évidemment, ça peut augmenter le risque de conduite auto-agressive lors de l'intervention policière. Lorsqu'on regarde dans les statistiques internationales, il y a différentes études qui ont pu recenser en fait les mortalités lors d'interventions policières. Et dans ces études-là, ce qu'on va observer, c'est qu'environ un peu moins du tiers, là, une étude australienne ici que je vous ai citée, en fait 28,4% des mortalités qui surviennent lors d'interventions policières seraient attribuables au suicide. Donc, c'est quand même une proportion qui est très importante. Et quand on fait le même exercice au Québec, dans les travaux que j'ai moi-même fait, bien, on est à 41,1%. Donc, c'est plus près d'une mortalité sur deux en présence policière qui serait attribuable à des comportements ou des agirs suicidaires. Sur une période de 10 ans, on est capable d'observer quand on regarde tous les cas de mortalité ou de conduite suicidaire en présence policière, donc devant les policiers, ce qu'on est capable de faire comme constat, c'est qu'il y a vraiment une progression à la hausse. Et c'est une étude que j'ai menée sur une période de 10 ans, mais quand on regarde dans les statistiques les plus récentes, ce qu'on observe, c'est que la tendance n'est pas nécessairement à la baisse. Donc, au Québec, ce qu'on est capable de dire, c'est que si les comportements suicidaires de façon générale diminuent, sont à la baisse, donc on a de moins en moins, le taux de suicide au Québec par 100 000 habitants est de moins en moins élevé. Lorsqu'on isole les mortalités qui surviennent lors d'interventions policières, c'est le phénomène inverse qu'on observe, c'est plutôt à la hausse. Donc,
Dans les études qui ont recensé, en fait, de façon plus spécifique les tentatives de suicide en présence policière, bien, en fait, on a pu extraire des facteurs de risque et des profils de personnes qui ont commis de tels actes lors d'une intervention policière. Donc, il y a beaucoup de facteurs de risque qui sont communs de ceux qu'on a présentés tout à l'heure, donc de la problématique générale des conduites suicidaires. Donc, on parle de personnes qui souffrent de troubles mentaux. C'est toujours là, c'est toujours commun. Avoir des antécédents suicidaires, avoir des problèmes relationnels ou conjugaux, être un homme de 45 à 64 ans. Donc, jusque maintenant, on est vraiment beaucoup dans des facteurs de risque communs. Maintenant, les particularités, bien, on a les Premières Nations, donc dont le risque de conduite suicidaire lors d'une intervention policière est plus élevé, et les personnes criminalisées. Donc, on commence à avoir certains facteurs quand même qui se distinguent un peu des autres facteurs de risque, mais ce qu'on observe la plupart du temps, c'est que la caractéristique commune, c'est le suicide impulsif. Donc, par suicide impulsif, évidemment, ce sont des personnes qui vont avoir quand même des pensées suicidaires, qui vont entretenir des idées noires, mais qui n'avaient pas nécessairement prévu le passage à l'acte au moment où l'intervention policière survient et au moment où ils vont commettre des agirs suicidaires devant les policiers. Donc, la nuance est quand même très, très importante. Ça ne veut pas dire que si on avait des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, mais l'intervention policière, un peu comme je l'expliquais plus tôt, c'est la goutte qui fait déborder le vase et qui va en fait accélérer et provoquer une crise suicidaire chez la personne qui était en situation de vulnérabilité. Et ce qu'on observe, c'est que souvent, l'agir suicidaire va être commis davantage sous l'effet de la colère que de la tristesse. Donc, on est quand même dans des particularités qui se distinguent de l'ensemble des conduites suicidaires. Le risque d'agir suicidaire va être d'autant plus grand lorsque il y a en fait, une étude qui a regardé l'ensemble des événements où est-ce qu'on avait des personnes qui manifestaient des comportements suicidaires, en fait, qui ont commis en fait, des preneurs d'otages, des personnes barricadées auxquelles les policiers sont confrontés. Et en fait, ce qu'on va estimer, c'est que le risque de passage à l'acte va être vraiment très, très grand lorsque c'est la personne qui va appeler elle-même le 911, en fait, les lignes d'aide, les services d'aide pour, en fait, déclarer qu'elle est en crise suicidaire ou pour demander à ce que les policiers arrivent sur les lieux parce que on le voit dans la littérature, parfois les gens vont vouloir appeler, avoir recours aux services policiers pour qu'ils soient les premiers à constater les faits pour éviter que ce soit des proches, par exemple, qui vont arriver sur les lieux et constater le décès de la personne ou les conduites auto-agressives. Et un autre facteur, c'est lorsque l'élément déclencheur à l'origine de la prise d'otage ou du barricadement de la personne est lié à une crise ou une rupture conjugale. Donc ici, on a un risque d'agir suicidaire vraiment très, très élevé. Et aussi lorsqu'on a des personnes qui manifestent qui ont des diagnostics de santé mentale ou qui ont des antécédents psychiatriques, donc l'agir est beaucoup plus élevé. Donc, ici, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'agir suicidaire, en fait, de comportements autodestructeurs. Mais dans l'ensemble des conduites suicidaires en présence policière, on observe aussi la présence d'un phénomène, en fait, qu'on commence à étudier de plus en plus, qui est le suicide par policier interposé. Donc, en fait, en quoi ça consiste, en fait? Qu'est-ce qui distingue cet agir suicidaire-là des autres cas typiques où la personne va commettre un suicide soit par strangulation, par arme à feu ou voire par empoisonnement? En fait, dans ce cas-ci, c'est un suicide par procuration, c'est-à-dire qu'on va avoir recours à l'intervention d'une tierce personne pour le passage à l'acte. Donc, ici, c'est une méthode de suicide par laquelle une personne va agir délibérément de façon menaçante envers des policiers ou des représentants des forces de l'ordre. En fait, ce qu'on va dire, c'est quelqu'un qui est armé. Et en fait, l'intention derrière cette provocation-là est que la personne en vienne à faire usage de son arme à feu et en fait, pour provoquer une réponse mortelle, pour
en fait, la personne, ce qu'elle souhaite, c'est être atteinte par des projectiles d'armes à feu. Donc, dans ces cas précis-là, le policier va être utilisé comme moyen de suicide et non comme une ressource d'aide, comme on pourrait penser lorsque les policiers sont appelés à intervenir lors de situations qui impliquent des personnes suicidaires. En fait, ici, le concept du suicide par policier interposé ou suicide by cop, quand on regarde dans les travaux internationaux, en fait, c'est un concept, un phénomène qu'on a vu apparaître dans la littérature dans le début des années 90. Donc, il y a quand même eu une certaine accélération des travaux scientifiques là, sur cette question-là. Il n'y en a pas beaucoup, parce que quand même, c'est des cas qui sont quand même isolés, mais ce qu'on observe, c'est que à partir de 1990, il commence à avoir des écrits scientifiques sur cette question-là, mais on sait déjà que auparavant, avant, dans les années 80, c'était quand même un phénomène qui avait commencé à se discuter parce qu'on commençait à observer un certain modus operandi de gens vulnérables et suicidaires qui faisaient en sorte de provoquer une confrontation policière dans l'intention d'être atteinte par des projectiles policiers. En fait, l'idée, et à travers l'histoire, plus on a étudié le concept, plus on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait quand même une certaine provocation, une certaine volonté de la personne vulnérable pour justement provoquer cette confrontation-là. Et dans la littérature, ce qu'on voit dans les écrits, c'est le passage, en fait, de la catégorisation de victime, en fait, de la personne qui aura été atteinte par les projectiles policiers à une personne suicidaire. En fait, on est vraiment dans un passage de victime à personne ayant commis des actes suicidaires, ce qui implique nécessairement qu'on reconnaît une certaine responsabilité de la personne ou entièrement la responsabilité de la personne dans l'événement qui est survenu et dans l'issue qui en a découlé. Donc, quand on regarde aussi ces travaux-là dans la littérature scientifique, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a généralement 5 critères pour catégoriser les cas de suicide par policier interposé. Donc, on va parler d'une personne qui va avoir manifesté des intentions suicidaires, que ce soit avant ou pendant les événements. Donc, en fait, c'est qu'il y a vraiment une personne qui va manifester, en fait, soit son désir d'être atteinte, son désir de mourir, en fait, de vouloir en finir, ou qui va manifester, en fait, une indifférence quant à son désir de vivre ou de trouver la mort. Ça va être une personne aussi qui peut démontrer des gestes suicidaires, des gestes qui vont démontrer des intentions suicidaires pendant l'événement. Par exemple, ça va être une personne qui peut être munie d'une arme à feu et qui va la pointer sur sa tempe ou qui va menacer de s'auto-poignarder avec une arme blanche, par exemple. En fait, il y a vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que la personne manifeste vraiment une intention d'être blessée, que ce soit par elle-même ou par des projectiles policiers, mais il y a vraiment quelque chose qui est communiqué. Elle peut verbaliser son désir d'être atteinte mortellement par les policiers. Donc, souvent, ce qu'on va entendre lors des confrontations policières, c'est vraiment la personne qui va dire, ben, tirez-moi qu'on en finisse, je veux mourir. Et aussi, ce qu'on va voir, c'est la personne, bien, en fait, pour provoquer la confrontation avec les policiers, bien, va devenir vraiment menaçante. Donc, elle va soit simuler la possession d'une arme à feu ou posséder une arme à feu ou une arme blanche. En fait, toute arme qui a un potentiel de causer des lésions graves ou mortelles chez d'autres citoyens qui peuvent être présents sur les lieux ou envers les policiers. En fait, l'idée, c'est vraiment d'augmenter la tension et la confrontation pour provoquer, en fait, la réponse mortelle par les policiers. Donc, est-ce que ça prend les 5 critères pour pouvoir catégoriser un cas de suicide par policier interposé? Bien, en fait, dans les travaux scientifiques, souvent, on va être beaucoup plus conservateur. Donc, on va essayer d'aller chercher l'ensemble des 5 critères, mais parfois, il pourrait avoir 4 des 5 critères et on a quand même, par exemple, quelqu'un qui aurait laissé une lettre, qui aurait communiqué à des personnes, par exemple, quelqu'un qui va dire, bien, moi, si jamais je me fais prendre par la police,
police, quelqu'un qui va planifier un nouveau délit, par exemple, et qui va dire à des complices ou à des proches, ben moi, je le fais et si jamais je me fais prendre par la police, ben je vais me faire tirer. Moi, je retourne pas dans le système judiciaire. Donc, vraiment, des fois, on n'a pas nécessairement les 5 critères, mais on a des éléments de preuve qui viennent confirmer l'intention de la personne de commettre un suicide par policier interposé. Donc, dans les motivations à commettre de tels actes en présence policière, bien, il y a des motivations qu'on va dire soit instrumentales ou expressives. Donc, dans les cas qui ont été analysés dans les travaux scientifiques, ce qu'on va voir du côté des motivations instrumentales, on va dire que parfois, ça va être des personnes comme un peu comme je viens de le nommer dans l'exemple précédent, qui veulent éviter des conséquences criminelles, c'est-à-dire qu'ils vont faire le délit, mais si la police arrive sur les lieux pour éviter les conséquences criminelles qui peuvent être associées au délit commis, bien, peuvent devenir suicidaires et commettre justement des gestes menaçants pour commettre un suicide par policier interposé. Certains peuvent aussi choisir ce moyen de suicide-là pour éviter le stigma associé au suicide auto-commis. Donc, parce que, bon, certains préfèrent ou aussi, on va le voir dans les motivations plus expressives, en fait, communiquer une détresse, mais de façon, en fait, pas nécessairement directe, là, mais il y a vraiment quelque chose en lien avec le stigma du suicide autocommis. Certains vont vouloir déjouer l'assurance vie ou certains avoir l'assurance du résultat. Si on se réfère à la théorie du suicide en 3 étapes, bien, le dernier des facteurs était vraiment la capacité de l'agir suicidaire. Donc, si on a une personne qui ne croit pas nécessairement en ses propres moyens pour passer à l'acte et réussir le passage à l'acte, bien, le fait de provoquer une confrontation policière pourrait constituer malheureusement un des moyens en lequel elle a suffisamment confiance pour parvenir à ses fins. Du côté des motivations expressives, donc, on a cette idée d'attirer l'attention et en fait, de provoquer un certain sentiment d'importance parce que, bon, le fait qu'on a une détresse, rappelons-nous que ce sont des personnes souffrantes à la base quand même qui vont commettre des agirs suicidaires. Donc, elles veulent vraiment survaloriser et avoir un certain sentiment d'importance parce que, bon, on a déployé tout ça et en fait, bien, on veut communiquer en fait sa détresse par le moyen d'un agir suicidaire. Parfois aussi, ça peut être par vengeance. C'est des choses qu'on va voir dans des cas de rupture conjugale, notamment communiquer sa rage envers l'ex-conjoint. Et parfois, eh bien, c'est aussi pour cristalliser son statut de victime, donc de trouver la mort plutôt dans un moment tragique, dans une confrontation policière. Ça peut aussi être une façon de justement cristalliser ce statut-là. Dans les cas de suicide par policier interposé, on va voir également 3 catégories. En fait, on l'a nommé tout à l'heure, des suicides impulsifs. Donc, ce sont des individus en colère et paniqués qui vont adopter de façon spontanée des conduites suicidaires. En fait, on se rappellera toujours, bien sûr, que ces personnes-là sont évidemment en situation de vulnérabilité. Donc, elles vont, par exemple, être mandat, elles vont commettre un délit, la police arrive sur les lieux, et là, bien, il y a de façon impulsive une confrontation dans une intention suicidaire, parfois pour éviter des conséquences criminelles. On a une deuxième catégorie qui sont des cas plus planifiés, c'est-à-dire que c'est dès le départ le motif, en fait, le modus operandi de la personne qu'elle a choisi pour son passage à l'acte. Donc, c'est vraiment, généralement, c'est des cas où est-ce qu'on va avoir des personnes qui vont provoquer en fait l'intervention des policiers. Ils peuvent, par exemple, arriver dans un commerce, faire, par exemple, une prise d'otage, avoir une arme qui est factice. Mais bien sûr, c'est le processus d'enquête a posteriori qui va déterminer si l'arme était réelle ou pas, ou chargée ou non. Mais en fait, c'est une personne qui va se montrer menaçante et qui va avoir des agirs pour faire attirer la police sur les lieux et justement mettre à exécution son plan de suicide.
On a aussi une troisième catégorie qu'on va avoir quand on analyse les cas de suicide par policier interposé. En fait, ce sont des suicides par policier interposé imprévus. Donc, ils sont différents des cas impulsifs parce que, bon, les cas impulsifs, évidemment, on a des personnes vulnérables qui vont devenir suicidaires parce que, bon, il y a un contexte, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais au niveau des imprévus, c'est différent dans le sens où on a des personnes qui ont décidé de passer à l'acte par d'autres moyens. Par exemple, qui vont avoir fait une tentative d'empoisonnement, qui vont avoir, ça peut être tout autre type de moyens suicidaires. Et là, bien, en fait, c'est une personne qui les proches peuvent s'être inquiétés de ne pas, de la contacter, elle ne répond pas, elle ne sort pas de chez elle depuis quelques jours. Donc, les proches ou des collègues, peu importe, ont des raisons de croire que la personne pourrait être en difficulté et font appel aux policiers pour aller voir si justement la personne va bien. Et à l'arrivée des policiers, bien, ils arrivent justement au moment où l'agir suicidaire est en train de se dérouler. Et là, la personne, bien, comme elle souhaite vraiment compléter un passage à l'acte, bien, elle pourrait devenir menaçante envers les policiers qui ont dérangé son plan de suicide et vraiment devenir très menaçante pour s'assurer d'en arriver, en fait, d'atteindre l'objectif qui était visé, c'est-à-dire de se donner la mort par suicide. Dans les facteurs de risque du suicide par policier interposé, encore une fois, on va trouver plusieurs facteurs de risque qui sont communs. Donc, des hommes, c'est encore là, avoir des antécédents suicidaires, c'est toujours présent, les troubles mentaux. Ce qu'on va observer qui est un petit peu différent ici, c'est qu'on a un profil des personnes, des individus qui sont plus jeunes. Donc, on est beaucoup plus dans le 20 à 30 ans. Donc, en moyenne, ça ne veut pas dire qu'on n'en verra pas d'autres catégories d'âge, mais en moyenne, ils sont beaucoup plus jeunes que nos suicidaires. En fait, quand on regarde les facteurs de risque, on se rappelle au Québec, on est beaucoup plus dans le 55-64 ans, dans ces eaux-là. Donc, ici, ils sont plus jeunes. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'ils ont déjà eu des démêlés avec la police. Donc, c'est rarement leur premier contact avec la police. Et la crise est souvent précipitée par une rupture conjugale. Donc, c'est quand même des facteurs de risque qui sont beaucoup plus typiques des cas de suicide par policier interposé. Donc, c'est ce qu'on a recensé dans la littérature scientifique quand on s'était intéressé, nous aussi, à l'école de police, à ce phénomène-là. Donc, on a voulu voir si au Québec, le phénomène était présent, si on était capable, évidemment, de pouvoir faire des analyses de cas et de faire ressortir quels étaient le profil des personnes qui ont commis des actes suicidaires qui s'apparentent à des suicides par policiers interposés et quels étaient leurs profils et justement, si on était capable de pouvoir en extraire des facteurs de risque différents. Donc, on a mené une étude, en fait, pour dresser à travers, en fait, un ensemble de dossiers. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé recenser sur une période de 10 ans tous les dossiers, en fait, d'enquêtes indépendantes qui ont été menés au Québec. En fait, ici, une enquête indépendante est déclenchée lorsque, lors d'une intervention policière, il y a l'occurrence de blessures graves ou mortelles. Donc, automatiquement, on va déclencher une enquête pour vraiment établir les faits et voir s'il n'y a pas eu commission d'actes criminels de la part des policiers au moment où l'intervention s'est passée ou s'ils n'ont pas été contributifs, en tout cas, bref. Tout ça va être regardé et en fait, sur une période de 10 ans, on a analysé 336 dossiers d'enquête indépendante et on a regardé de façon beaucoup plus spécifique les cas de suicide pour pouvoir voir justement si on était capable de recenser, nous aussi au Québec, des cas de suicide par policier interposé. En fait, la réponse, c'est oui. Et aussi de regarder un peu comment se distribuent ces cas-là et voir s'il n'y a pas une certaine typologie des agirs suicidaires. Donc ici, ce que vous voyez dans la figure en jaune, en fait, c'est tous les cas où il y a eu des tirs policiers. Donc, on en répertoriait plus de 116 sur une période de 10 ans. Et en orange, ici, ce que vous voyez, c'est tous les cas de suicide sur une période de 10 ans. Suicide en présence policière, c'est bien important, ou au cours desquels il y aura eu des blessures graves ou mortelles subies par des citoyens. Donc, ici, on a répertorié 138 et quand on regarde dans les deux, bien, en fait, on a nos fameux cas de suicide par policier interposé. En fait, sur une période de 10 ans, on en a répertorié
26 et c'est ce qui nous amène à environ une statistique qui va avoisiner environ le 22-23% de tous les cas de tirs policiers au Québec. Donc, environ, ce qu'on peut dire, c'est qu'environ le quart des fois où les policiers font usage de leur arme à feu en situation opérationnelle, ça peut être lié à un suicide par policier interposé probable. Donc, voilà. Dans les résultats, en fait, je viens de vous l'expliquer, ici, on est à peu près à 22%. On est un petit peu plus bas que ce qu'on observe dans les autres études internationales. Par contre, la méthodologie qu'on a utilisée est aussi différente. Nous, on a analysé les éléments de preuve des dossiers d'enquête indépendante, donc on n'a pas pu nécessairement aller questionner les proches des victimes et le processus, comme je le nommais tout à l'heure, de l'enquête indépendante et surtout de regarder le travail policier qui a été fait lors de l'intervention pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'actes criminels qui ont été commis, mais et s'il n'y a pas matière à déposer justement des accusations criminelles par le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec. Mais nous, on est parti avec ce matériel-là. Donc, c'est sûr que c'est une analyse secondaire de données a posteriori. Donc, peut-être qu'on a échappé justement certains éléments de preuve qui nous auraient permis de trouver les 5 critères que je vous ai présentés plus tôt. Mais ce qu'on peut en dire, même si notre proportion est plus basse, bien, il y en a au moins 22%. Il y en a peut-être plus, mais il y en a certainement pas moins. Donc, c'est quand même un phénomène qui est important. Lorsqu'on compare nos cas de suicide par policier interposé versus les autres cas de suicide en présence policière, donc les cas de suicide autocommis, donc on a dans la première colonne les cas de suicide par policier interposé, dans la deuxième les cas autocommis. En fait, il y a certaines distinctions qu'on observe. En fait, quand on compare les deux groupes, on observe que dans le groupe de suicide par policier interposé, on a beaucoup plus de personnes qui avaient des antécédents judiciaires que dans l'autre groupe. Et aussi, on a plus de personnes qui étaient connues pour être des personnes agressives ou avoir déjà commis des actes de violence que dans l'autre groupe. Donc, déjà, on commençait à voir qu'il y avait certaines distinctions dans le profil de nos personnes suicidaires. Quand on regarde les autres facteurs, en fait, les autres caractéristiques sociodémographiques, mais en fait, c'est assez comparable, mais ce qu'on observe, c'est quand même des personnes, quand on regarde le profil, c'est un profil qui est quand même très sombre. Donc, on a une proportion très élevée de personnes avec des antécédents suicidaires, des problèmes de santé mentale, des problèmes de consommation et aussi des personnes qui étaient en situation de problèmes conjugaux ou intrafamiliaux au moment de l'intervention policière. Dans les prochains résultats, en fait, qu'on a aussi observé quand on resserre juste aux 26 cas de suicide par policier interposé, en fait, on a regardé quel était le motif initial à l'origine de l'appel, en fait, la raison pour laquelle les policiers ont été appelés sur les lieux à intervenir. Et ce qu'on observe ici, c'est quand même assez intéressant, c'est que pour, en fait, la majorité des cas, en fait, 20 cas sur 6, le motif à l'origine de l'intervention policière n'était pas lié à des personnes en situation de crise suicidaire. Donc, on était beaucoup plus dans des éléments de criminalité, des situations conjugales ou des personnes en état de crise ou de détresse psychosociale. Donc, en fait, on avait seulement 6 personnes sur les 26 qui étaient réputées comme étant suicidaires et c'était le motif à l'origine de l'intervention. Ce que vous voyez également, c'est que quand on creuse un petit peu plus loin dans les dossiers et au final, dans les déclarations des témoins qui ont suivi l'événement, bien, en fait, on a été capable d'établir que presque une personne sur deux, en fait, 46,2% des événements impliquaient une personne aux prises avec des conflits conjugaux. Donc, c'est vraiment très, très présent et ça demeure, en fait, un facteur de risque qui est distinctif là, par rapport à des personnes qui sont plus à risque de avoir des conduites suicidaires de ce type-là versus des conduites suicidaires autocommis. Ce qu'on observe aussi, c'est que les interventions policières sont très, très courtes. Donc, on a une durée médiane de 7 minutes à partir du moment où les policiers arrivent sur les lieux jusqu'à ce que les policiers appellent les secours parce que la personne a des blessures. 100% des personnes étaient armées à l'arrivée des policiers et ce qu'on observe aussi, c'est que la majorité avait des armes blanches. Donc, c'est quand même distinctif parce que dans les autres cas, de suicide autocommis, on était beaucoup plus avec des personnes qui étaient munies d'armes à feu.
Donc, quand on a vu ça, on a fait une analyse de regroupement pour justement étudier la possibilité, explorer la possibilité qu'on ait des typologies de gens suicidaires qui se distinguent. Donc, on est allé encore un pas plus loin parce que on trouvait, bon, au niveau des facteurs de risque et des caractéristiques sociodémographiques, et ça les cas de suicide par policier interposé, les autres se démarquaient sur seulement certains cas, mais quand même pas sur la majorité. Donc, on est allé voir si justement dans ce groupe-là, on était capable d'extraire encore plus de distinctions qui pourraient permettre justement aux policiers d'avoir des indices supplémentaires et d'anticiper davantage le risque et le type de risque suicidaire auquel ils pourraient faire face lors d'événements comme ça. Donc, ce qu'on a obtenu dans nos analyses, en fait, c'est 3 profils qui se distinguent. En fait, on a le profil, le premier, la première colonne, c'est le suicidaire désespéré, donc le cas classique de la personne qui, en fait, auprès de qui les policiers vont avoir à intervenir, dont le motif initial d'appel est vraiment relié à une crise suicidaire. Et la plupart de ces personnes-là, comme je le disais, étaient munies d'armes à feu. Et ce qu'on observe, c'est qu'ils sont beaucoup plus âgés, c'est-à-dire qu'ils sont en général âgés de 45 à 55 ans. La deuxième colonne, en fait, ce sont nos suicidaires impulsifs. Donc ici, on a encore des personnes qui étaient munies d'armes à feu. Et en fait, ici, c'est davantage associé en fait à des difficultés conjugales. Donc, quand les policiers arrivent sur les lieux, ils vont devenir en crise suicidaire et ça risque plus d'être des suicides autocommis. Et dans la dernière colonne, on a nos suicidaires criminels. En fait, nos suicidaires criminels, bien, c'est presque là où on retrouve presque entièrement nos cas de suicide par policier interposés. Évidemment, il y a eu recours à l'arme à feu par les policiers dans tous les cas. La plupart étaient munis d'une arme blanche. Ils étaient réputés comme étant agressifs et avaient presque tous les cas avaient des antécédents criminels. Donc, ici, on est vraiment, en fait, ce travail-là nous a permis de voir qu'on a 3 profils distincts et ça mène évidemment à des facteurs de risque qui peuvent être différents d'un profil à l'autre. Donc, pour terminer rapidement, afin de laisser un petit peu de temps pour les questions, en fait, en synthèse, ce qu'on peut en dire, c'est que malgré tout ça, bien, peu importe le type de profil, il reste qu'il y a des facteurs de risque communs. Qu'on regarde les conduites suicidaires de façon générale, quand on regarde les conduites suicidaires en présence policière et lorsqu'on isole encore plus les suicides par policiers interposés, bien, il y a quand même des facteurs qui sont communs à ces trois grands regroupements-là. En fait, les antécédents criminels, l'agressivité, les problèmes intrafamiliaux, c'est quelque chose qui revient toujours. En fait, tout ça pour dire que ce que ça nous permet, ce genre d'études-là et ces résultats-là, bien, c'est de mieux identifier et comprendre les caractéristiques psychosociales des individus parce que ce qu'on souhaite, c'est avoir une meilleure préparation des policiers qui doivent se rendre sur l'appel et qui doivent intervenir. Donc, l'idée, c'est vraiment d'optimiser cette préparation-là et aussi d'avoir l'opportunité d'intervenir sans compromettre, en fait, la sécurité de personnes sur les lieux. Donc, c'est toujours parce que même si on est face à une personne qui, on sait, à la base, a une détresse psychosociale, peut être atteinte de troubles mentaux, bien, quand les policiers sont sur place et que les personnes sont réellement menaçantes avec des armes, bien, c'est sûr que là, il y a une confrontation et là, ça devient difficile. La prise de décision est vraiment et ça tient à un mince fil parce que on a là une personne qui a un réel potentiel de commettre une agression et en même temps, bien, on sait très bien qu'on a une personne qui est aussi en détresse. Donc, ça devient très difficile et pour les policiers, bien, prendre la décision, c'est quand même ça doit se prendre rapidement. On a vu que le temps est très court. Donc, 7 minutes pour désamorcer une crise suicidaire, c'est vraiment très court. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de continuer à travailler pour justement développer des outils, développer des stratégies pour permettre aux policiers justement d'essayer d'étirer le temps d'intervention pour avoir davantage de chances de désamorcer la crise suicidaire, parce qu'on sait une crise, bien, c'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps, c'est quelque chose qui est vraiment fait en phénomène de cloche. Donc, ça va augmenter, on va atteindre un pic, mais évidemment, après un certain temps, cette crise-là va diminuer. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut travailler, quelle stratégie on peut développer et essayer justement d'étirer un peu l'intervention pour pouvoir parvenir à aller dans la pente descendante de la crise suicidaire.
Donc, pour la formation policière, ce que ça signifie, en fait, c'est de continuer à développer des stratégies pour augmenter la durée de l'intervention, notamment par des stratégies communicationnelles. Et aussi, bien, établir peut-être, et c'est commun dans l'ensemble des conclusions d'études qu'on regarde, l'idée, c'est d'établir un protocole de référencement des personnes qui pourraient être à risque. Mais évidemment, c'est un défi parce que comment on peut pas les banques de données psychosociales et les banques de données policières ne se parlent pas nécessairement. Donc, des fois, on a des gens qui ont un gros potentiel de risque, mais qui ne sont pas nécessairement signalés au niveau policier. Et malheureusement, parfois, bien, ces personnes-là vont aussi se retrouver au cœur d'une intervention policière et les policiers n'ont pas nécessairement l'information disponible au moment de l'intervention, comme quoi la personne pourrait être à haut risque de suicide. Donc, l'idée, c'est vraiment comment on pourrait mieux travailler ensemble et surtout avoir des protocoles qui permettent l'échange de ce type d'informations-là. Mais évidemment, c'est quand même, il y a beaucoup d'enjeux dans la confidentialité des données, dans le partage des informations qu'on peut, de part et d'autre, se communiquer. Et tout ça, bien, pourrait très bien reposer aussi sur des modèles d'intervention mixte ou conjointe en santé mentale et policier. Je l'ai nommé tout à l'heure, donc l'idée aussi, c'est d'axer la formation sur le développement d'habiletés verbales adaptées aux individus en crise, atteints de troubles mentaux. Donc ici, à l'École nationale de police, on travaille beaucoup avec des stratégies de désescalade, comment on va adapter notre méthode de communiquer, notre ton de voix, notre façon de communiquer plutôt que d'arriver et d'avoir une communication plus directive. Bien, on peut peut-être des fois se permettre, quand la situation le permet, parce qu'évidemment, il y a toujours un degré de risque, un degré de dangerosité qui est très élevé dans des situations comme ça. Donc, l'idée, c'est de voir, bien, quand on a l'opportunité de le faire, comment on peut mieux communiquer pour justement essayer de désamorcer cette crise-là. Et aussi, bien, nous, ce qu'on préconise aussi beaucoup, c'est l'entraînement des policiers en situation de stress parce qu'on sait que ces événements-là sont hautement stressants. C'est hautement aussi, le potentiel de trauma est très élevé aussi pour le policier. Parce qu'il ne faut pas oublier que le policier qui est témoin d'un acte suicidaire, c'est quand même un événement qui est à haut potentiel de risque de trauma. Donc, tout ça réuni ensemble, c'est quand même des facteurs importants à considérer dans l'entraînement des policiers. Donc, afin de conclure, malgré l'ensemble des informations que je vous ai données, c'est quand même important de se rappeler que ça demeure difficile pour le policier de déterminer clairement l'intention suicidaire de la personne au moment de l'intervention. Donc, on le dit, ça se passe rapidement. Le policier arrive sur les lieux, il fait face à une personne qui est menaçante, qui est agressive, qui veut parfois s'en prendre à eux, parce que quand on a un suicide par policier interposé, on veut augmenter la pression pour augmenter le risque de confrontation policière. Donc, et parfois, bien, l'agir suicidaire ou l'intention suicidaire, elle est possible d'être déterminée uniquement de façon post-mortem par le processus d'enquête. Et c'est important aussi quand on analyse ce type, quand on analyse a posteriori ce type d'événement-là, bien, il faut comprendre que nous, on dispose justement de la distance et du temps nécessaire pour, et souvent de l'ensemble des éléments de preuve pour se faire une tête et apprécier justement, essayer de comprendre, analyser l'intervention qui a eu lieu, ce que les policiers n'ont pas nécessairement le luxe d'avoir comme ensemble d'informations au moment où ils interviennent sur les lieux. Donc voilà, ça met fin à la présentation. Donc, je suis disponible pour des questions si vous le souhaitez. Mais alors, merci infiniment pour cette présentation très riche en informations. On a quelques questions. D'abord, on a un participant qui voudrait savoir si cette présentation-là est disponible en anglais. Donc, est-ce que vous pouvez la faire en anglais? Oui. Oui, tout à fait, elle est disponible en anglais, il n'y a pas de problème. Oui, on l'a en version anglaise. Oui, D'accord, merci beaucoup. L'autre question qui nous vient de Caroline, elle demande de quelle façon voyez-vous l'amélioration de la préparation des policiers si on tient compte qu'ils sont probablement en conduite d'urgence et que le temps est compté? Effectivement, c'est un bon point et tout repose par l'information, hein, mais si on a, en fait, c'est de cumuler le maximum d'indices. Donc, quand on regarde les typologies, les différentes typologies, on voit certains facteurs de risque et c'est peut-être de développer des matrices
en fait, premièrement, d'informer les policiers de ces différences-là. En fait, c'est d'abord et avant tout par de la formation. Mais effectivement, quand ils sont en conduite d'urgence, bien, il y a peut-être des éléments clés, ce qu'on va appeler les warning lights. Si on a quelqu'un, par exemple, qui est en difficulté conjugale, quelqu'un qui a des antécédents criminels, donc qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme information et surtout de questionner davantage et d'avoir toujours peut-être de l'avoir en préparation, de se dire, ben ça se peut que j'arrive sur les lieux, ce soit pas ça du tout, mais si jamais c'est ça, juste d'amorcer une réflexion qu'il y a une probabilité que ça puisse survenir. Donc, justement, pour éviter d'arriver, par exemple, et de provoquer, par exemple, l'agir suicidaire, parce que des fois, les policiers vont arriver sur les lieux et le policier va aller vers la personne et ça, bien, ça va provoquer le début de l'agir suicidaire. Donc, peut-être des fois, il y a un mouvement de recul, justement, pour essayer de retarder la confrontation policière. Donc, mais tout ça repose beaucoup, malheureusement, il y a une grande part d'imprévisibilité. Maintenant, tu sais, là, ce qu'on a fait, bien sûr, la limite de cette étude-là, c'est que nous, on a étudié des dossiers d'enquête indépendante, donc des dossiers dans lesquels étaient survenues des blessures graves ou mortelles. Donc, il y a plein d'autres interventions policières où est-ce qu'il y a désamorçage de ces crises-là. Mais l'idée, c'est vraiment de retenir quels sont les facteurs de risque et d'être prêt justement à prendre du recul dans ce type d'intervention-là, des fois quand c'est possible de le faire justement pour donner l'opportunité au temps de faire son œuvre et de parvenir à désamorcer la crise, quand justement la personne n'est pas trop menaçante ou qu'il n'y a pas un potentiel de risque pour d'autres civils sur les lieux ou pour eux-mêmes les policiers. D'accord, merci beaucoup. On a une autre question ici qui provient de Brian et qui demande, avez-vous des ressources concernant le trauma sur l'intervenant lorsqu'il se retrouve en présence d'un suicide? Bien, effectivement, en tant que co-titulaire de la chaire en prévention de la santé psychologique au travail en sécurité publique avec ma collègue Andréane Deschênes, qui est en ligne d'ailleurs, nous, en fait, on étudie présentement des trajectoires de soutien pour de tels événements. Parce que, bon, les policiers peuvent être témoins de suicide, mais pas que. Ça peut être aussi des collisions avec des collisions mortelles. Il peut y avoir toutes sortes d'événements qui ont une nature à potentiel traumatisante. En fait, nous, ce qu'on préconise beaucoup, c'est vraiment d'avoir une prise en charge à la fois organisationnelle, mais aussi d'avoir une prise en charge par des intervenants spécialisés qui connaissent bien la réalité policière. Donc, est-ce qu'on a des intervenants? En fait, nous, c'est pas uniquement je dirais, une mesure de soutien qui va être nécessairement très efficace, mais c'est un ensemble de mesures de soutien pour permettre, en fait, de répondre aux besoins de tous et chacun, parce que chaque policier n'a pas nécessairement le même besoin et n'a pas nécessairement la même vulnérabilité ou même sensibilité face aux événements. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder comment on peut offrir du soutien, mais dans une trajectoire avec un ensemble de mesures. Donc, quel soutien organisationnel on peut offrir? Est-ce qu'on peut avoir des rencontres de désamorçage entre collègues, par exemple? Est-ce que certains policiers pourraient avoir besoin de rencontres avec un psychologue pour avoir une rencontre de stabilisation ou de débriefing psychologique à titre d'exemple? Est-ce qu'on devrait les suivre dans le temps? Donc, ce sont toutes des choses que nous, on étudie à la chaire et présentement, ce qu'on observe, c'est que plus il y a de mesures de soutien qui sont multipliées, bien mieux, justement, quand on voit un maintien de la santé psychologique, quand les policiers sont exposés à des événements de cet ordre-là. Merci beaucoup. Je vais prendre les deux autres questions, puis après, on va arrêter la période de questions parce que je vois le temps qui file. Alors, il y a Jennifer qui voulait savoir s'il y a des ressources ou s'il existe des études similaires en France. Est-ce que vous êtes au courant? Non, en fait, j'ai pas recensé d'études similaires en France. J'en ai vu en Australie, j'en ai vu au Royaume-Uni. Il y en a aussi aux États-Unis, quelques-unes, là, des études nord-américaines. En France, j'en ai pas vu, en tout cas, mais bon, ça veut pas dire qu'il y en a pas nécessairement, mais des études comparables à ce que je viens de vous présenter, moi, j'en ai pas vu en France, non. D'accord, merci. Et la dernière question, elle vient de... attendez. Alors ici, on demande, en attendant le protocole de référencement et partage d'infos, comment les policiers vont procéder pour connaître les antécédents psychiatriques, suicidaires et psychosociaux de la personne? C'est une très bonne question.
Présentement, il y a vraiment, j'ai malheureusement pas la réponse. Et on le sait, hein, ce sont des interventions qui se déroulent très, très rapidement. C'est vraiment une limite importante et c'est la raison pour laquelle on doit continuer de travailler pour voir comment on peut améliorer. On sait qu'il y a des équipes là, mixtes qui vont réunir, par exemple, un travailleur social avec un policier. Donc, ça, c'est des modèles qui marchent. Aux États-Unis, on a des études qui ont montré l'efficacité de ce type de modèle-là. Maintenant, bien, il y a aussi des limites à ces modèles-là. Il y a certains cas où est-ce que même si on avait les antécédents de la personne, malheureusement, on n'en changerait pas nécessairement l'issue. Tu sais, c'est pas toujours. Des fois, même si on avait toute cette information-là, l'issue fatale va quand même arriver. Mais présentement, tu sais, c'est un peu la seule solution qu'on peut avoir ou, tu sais, et comme on sait que c'est des personnes qui sont criminalisées, en tout cas, du moins dans les cas de suicide par policier interposé, bien, c'est peut-être, tu sais, de mieux documenter quand on intervient auprès de ces personnes-là. Maintenant, on n'a pas toujours nécessairement l'information non plus. Donc, c'est vraiment un enjeu, je dirais, là, c'est le nerf de la guerre, d'essayer de voir comment on pourrait justement mieux avoir accès à ça parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est pas une donnée qui est disponible et malheureusement qui serait tellement utile pour mieux préparer le policier à intervenir auprès de ces personnes-là. Bien, je vous remercie infiniment, Dr. Gendron, pour cette très, très intéressante présentation. Puis, je remercie aussi tous ceux et celles qui ont participé et nous espérons que vous participerez à nouveau à notre prochaine séance. Alors, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.